En quête de sens, Sophie Noailles. Avec la prolifération des écrans et des connexions à Internet, les enfants sont de plus en plus exposés involontairement à des contenus pornographiques dont les effets peuvent avoir des effets effectivement dévastateurs. L'association Innocence, qui milite pour la protection des enfants contre les risques d'exposition à la pornographie, estime à 11 ans l'âge des premiers contacts accidentels avec ces contenus inappropriés. Comment donc conscientiser et responsabiliser les parents et les éducateurs à ce danger? Comment en parler avec les enfants et militer auprès des pouvoirs publics pour accentuer la prévention, voire bloquer ce genre de contenu pour une meilleure protection de l'enfance? C'est tout de suite avec mes invités dans Quête de sens. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Christiane Béagle. Bonjour Christiane Béagle. Bonjour. Vous êtes conseillère conjugale et familiale et responsable du pôle éducation affective et sexuelle au Clair Amour et Famille. Vous intervenez dans les écoles primaires et les collèges pour participer à l'éducation affective, relationnelle et sexuelle. Et vous formez également des enseignants sur ces sujets et vous animez aussi les ateliers parents. Voilà. Tout à fait. J'accueille également Inès Pellissier-Durossas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en philosophie, vous enseignez à l'Institut de théologie du corps et vous proposez aux parents une éducation affective et sexuelle appuyée sur la psychologie de l'enfant et éclairée par la théologie, cette fameuse théologie donc du corps. Vous êtes l'auteur de nombreux livres sur le sujet, dont Les parents, l'école et la sexualité, on en dit quoi, paru aux éditions du Cerf en mars 2017, et puis d'autres ouvrages évidemment sur le sujet qu'on pourra citer lors de l'émission. J'accueille également Emmanuel Ballet de Cocremont. Bonjour. Bonjour Sophie. Vous êtes psychopraticien d'inspiration jungienne, spécialiste renommé avec votre épouse de l'enfant intérieur, créateur de la méthode Cœur d'enfant depuis 1990. Vous êtes formateur, conférencier, co-auteur de plusieurs ouvrages avec votre femme Marie-France, dont effectivement l'Oracle et l'enfant intérieur paru aux éditions Courrier du Livre en 2017. Et nous aurons au téléphone pendant l'émission le docteur Marcel Ruffo, pédopsychiatre, professeur d'université hospitalier et auteur de ce dernier ouvrage Dictionnaire amoureux de l'enfance et de l'adolescence paru chez Plomb. Emmanuel Ballet de Cocremont, c'est nouveau cette exposition des enfants et des adolescents de plus en plus précoces à tout ce qui peut être pornographie? Alors c'est nouveau, oui et non. Enfin, ça a déjà un certain nombre d'années, puisque avec le développement de la technologie, d'Internet, des téléphones portables, les enfants sont de plus en plus en effet en contact avec des contenus qui peuvent être violents. Mais c'est surtout que c'est encore un risque sous-évalué. Une enquête a montré que 3/4 des parents pensent son corps, et bien qu'il est peu probable que quelque chose arrive à leur enfant sur Internet. Ce qui montre bien qu'il y a encore du travail pour prévenir ces violences. Voilà, on n'a pas conscience, en tout cas, en tant que parents aujourd'hui, qu'avec... alors, certains vont le remarquer au fur et à mesure s'ils accompagnent leurs enfants, et on va voir comment l'accompagnement justement est important, qu'avec un téléphone portable ou qu'avec une tablette ou qu'avec un ordinateur, les enfants consultent des vidéos maintenant YouTube ou même des dessins animés, et avec les fameuses publicités pop-up, on peut très bien tomber très facilement sur du contenu pornographique. Inès Pellissier-Durossas. Oui, les parents doivent savoir que ça peut arriver. Et j'ai envie de dire, les parents doivent savoir que ils peuvent beaucoup pour leur enfant. Il ne faut pas simplement se dire ça peut arriver, quelle catastrophe. Il faut se dire ça peut arriver. Ça va arriver de toute façon. Ça va arriver probablement. Je vis dans ce monde-là. Qu'est-ce que je fais avec mon enfant pour le protéger et pour qu'il puisse bien grandir, heureux d'être un garçon, une fille, d'avoir un corps humain et comment faire pour lui permettre de rêver à l'amour? On va voir, de participer à une éducation affective et sexuelle authentique. C'est votre leitmotiv. Progressive, à la maison, avec les parents, et dès tout petit. Christiane Béagle, on se cache un peu la vue, on se dit non, nous ça va pas nous arriver dans notre famille, ni dans notre école d'ailleurs, ni dans d'autres milieux. Nos enfants ne tomberont pas, n'iront pas voir des contenus pornographiques. Oui, mais c'est assez normal que ce soit la réaction des parents, parce que effectivement c'est pas le genre de propos qu'on a à table, ni quand on discute avec des amis. Ça devrait peut-être d'ailleurs. Alors à table peut-être pas, parce que vous avez toujours
toujours une fratrie, mais je pense qu'il faut que ce soit quand même une préoccupation. Que ça ne soit pas une inquiétude continuelle, certainement, parce que je crois que beaucoup de parents souhaiteraient transmettre ce qu'il y a de beau dans l'amour. Et je crois que là-dessus, il faut les encourager. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses violentes, comme on vient de le dire, et qu'on n'accepte pas et qu'on ne souhaite pas pour ses enfants, qu'il faut se décourager. Je pense que même plus vous serez proche de vos enfants sur ces sujets-là, c'est-à-dire sur les sujets de l'amour et de la sexualité, plus vous les aiderez. Pour moi, ce serait ça la prévention. C'est justement l'importance après de ne pas laisser un enfant ou un adolescent tout seul justement avec ces contenus et surtout d'en parler et de dialoguer. Oui, tout à fait. Je pense que l'enfant qui risquerait d'être en contact avec des images violentes va sentir en lui, au plus profond de lui-même, que c'est pas bien, que c'est moche. Et il va peut-être même avoir un début de culpabilité, alors que la plupart du temps, il y est pour rien s'il a rencontré ce type d'image. Donc, il faut essayer de l'aider à aller voir ses parents pour en parler. Pour petit à petit dire j'ai une réaction et faire exprimer l'enfant sur ce qui l'a choqué au plus profond de lui-même. Dans vos interventions, Christiane Bergle, que ce soit en collège ou même en primaire, est-ce que ça arrive parfois dans les conversations? Est-ce que les préados mettre ça sur le tapis? Oui, très. Alors les préados, on disait tout à l'heure, 11 ans, c'est vraiment l'âge moyen où on considère qu'ils sont déjà en contact avec du contenu pornographique. Alors le porno est devenu complètement envahissant dans la tranche d'âge du 12-13 ans. Les questions sont nombreuses et la vue de la sexualité est même modifiée chez ces jeunes dans ce qu'ils imaginent être la pratique de la sexualité. Donc c'est dire à quel point la pornographie influence les éventuelles futures relations sexuelles de ces enfants. Quand il s'agit des plus jeunes, 10-11 ans, ils n'en parlent pas. Enfin, en tout cas, je n'ai pas ces réactions quand je fais des interventions en CM1 ou CM2. Par contre, je suis parfois amenée à rencontrer des parents parce qu'il y a des mots qui circulent. C'est-à-dire que les enfants vont sortir des mots dont ils ne connaissent d'ailleurs la plupart du temps pas la réalité, et ça inquiète tout le monde. Emmanuel, oui, une étude a montré que plus d'un garçon sur 2 et plus d'une fille sur 3 estiment que la pornographie a participé à l'apprentissage de leur sexualité, ce qui pose un vrai souci, parce que tout d'abord, on le dit, mais il faut le rappeler, la pornographie est une violence. Une violence, c'est quoi? C'est ce qui fait mal physiquement ou psychologiquement et qui entraîne bien des conséquences sur le développement psychologique, affectif et relationnel de l'enfant. Et la deuxième chose, c'est que la pornographie n'est pas du réel. Et ça, c'est important. C'est une image, des représentations fantasmatiques. Et là, il y a vraiment un travail à faire dans notre monde où l'image est omniprésente, d'éduquer l'enfant, ou en tout cas mieux de l'accompagner à comprendre ce qu'est une image. C'est une construction avec un choix, un cadre, un cadrage, et qui a une intention. Et aujourd'hui, dans notre monde, et y compris les adultes, on associe les images au réel de façon presque automatique, alors que ça n'est pas le cas. Et la pornographie, aujourd'hui, est vraiment un problème de société parce que ça reste tabou, on n'en parle pas, alors que c'est un objet de consommation de masse aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y en a partout, mais de nombreux marchés économiques. C'est un marché économique important, et puis surtout de nombreux adultes en fait consomment de la pornographie. Et en tant que parent, ça va être difficile parfois d'avoir une façon d'accompagner juste son enfant quand soi-même, on n'est pas tout à fait au clair avec sa propre consommation pornographique. Nombre de mes patients ont été confrontés dans leur enfance à des parents qui pouvaient regarder des films porno devant leur enfant ou avoir des activités sexuelles devant leur enfant. Ça montre bien que c'est une question profonde qui interroge les comportements et les choix que nous faisons en tant qu'adultes et en tant que parents et face à nos enfants. Inès Pellissier-du-Rossas, c'est pas évident en tant que parent d'avoir l'attitude juste et d'être au fait avec la réalité. Ça reste difficile pour les parents, même aujourd'hui, si longtemps après la libération sexuelle, de parler de sexualité. Pourquoi ? Parce que nous avons tous une histoire, des fragilités, et parler de sexualité, que l'on consomme ou pas soi-même, ce qui arrive, dans certains cas, des contenus pornographiques,
ça renvoie à nos fragilités et donc ça rend les choses difficiles. L'autre question sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est la suivante. Les contenus de l'éducation à la sexualité sont très souvent à caractère pornographique. Et il est contradictoire de vouloir d'un côté lutter contre la pornographie, comme le président Macron a déclaré vouloir le faire, et de l'autre, de présenter dans la stratégie nationale de santé sexuelle 2017-2030 des contenus qui en réalité ne proposent qu'une sexualité faite de pratiques sexuelles, de pratiques sexuelles à visée purement de plaisir. On ne parle plus de relations. Est-ce que c'est le rôle d'ailleurs de l'éducation, de l'école, de faire de l'apprentissage ? Je pense que oui. Oui, parce que si vous voulez, de toute façon, les enfants ont besoin d'en parler. Quand je dis les enfants, ça peut être déjà les CM1, CM2 et puis surtout les adolescents. De toute façon, tout le monde en parle et c'est très important de leur donner la parole. Et puis surtout, comme vient de le dire l'oratrice précédente, il est important qu'enfin quelqu'un fasse le lien entre le relationnel et le sexuel. Parce que si le sexuel, c'est uniquement une technique, bon an, mal an, on arrivera toujours à acquérir cette technique. Par contre, le relationnel, c'est quand même plus difficile, c'est plus beau aussi. Et c'est tout un apprentissage, c'est tout un chemin. Et là, le mot éducation prend tout son sens. Vous n'allez pas éduquer les jeunes à une technique, on s'en fiche à la limite. Par contre, l'éduquer au relationnel, c'est très important. Moi, je termine presque toujours mes interventions sur, notamment quand j'ai des classes de jeunes garçons qui sont un petit peu excités à l'idée qu'on va leur parler sexualité à l'école, en leur écrivant au tableau, vous voulez savoir ce que c'est qu'une relation sexuelle réussie. Et alors j'écris, c'est 95% de tendresse et 5% de technique. Et je trouve que, alors bien sûr, ce sont des statistiques complètement inventées, mais ça veut dire quelque chose et j'espère qu'ils le garderont. Il faut renverser la vapeur. Ah oui, tout à fait. Oui, et je pense Emmanuel. que même, j'irai plus loin, c'est même plus qu'une éducation au lien, c'est le fait aussi de bien comprendre que c'est la recherche même de l'enfant. L'enfant a un besoin vital de lien, et qu'est-ce qu'il recherche dans le lien ? Il recherche vraiment une résonance positive, c'est-à-dire un sentiment de partage, de bien-être, de chaleur, et la sexualité, finalement, c'est une forme de lien qui est... Et en même temps, dans le développement d'un enfant, d'un adolescent, ça fait partie de son épanouissement, de sa croissance. Complètement. La découverte de la sexualité et de son propre corps et comment... Voilà. Oui, tout à fait. Mais en même temps, la pornographie est violente pour l'enfant parce qu'elle confronte à d'abord une représentation fantasmatique, mais aussi elle confronte à une sexualité. Or, l'enfant n'a pas de sexualité. Il faut sortir de cette idée complètement absurde que l'enfant a une sexualité. Et ça, c'est encore une idée que même nombre de professionnels continuent à avoir. L'enfant n'a pas une sexualité. Il a un développement sexuel qui passe par une découverte de soi, une découverte du plaisir, une découverte de la relation à l'autre. Et c'est une construction qui doit l'amener à l'idée qu'à un moment, un partage d'intimité pour chercher cette résonance positive est possible avec l'autre, dans le respect, dans l'écoute de soi et de l'autre. On est très loin de l'image que renvoie la pornographie. On est très très loin de la réalité aussi humaine qui est que l'être humain est un être de lien, pas un être de performance. Comme ce qui peut être présenté, effectivement. Tout à fait. Allez, on poursuit cette discussion autour de la sensibilisation des enfants pour les protéger de l'exposition à ces contenus pornographiques. On se retrouve juste après ça. En quête de sens, Sophie Noailles. Et on parle de ce danger, de ce problème de santé publique, de l'exposition de plus en plus jeune des enfants et des adolescents issus de tous les milieux, d'ailleurs, au contenu pornographique. Ils sont confrontés à ces images pornographiques. On en parle avec Emmanuel Ballet de Cocremont, Christiane Béagle, Inès Pellissier du Rossas, et nous aurons dans quelques instants au téléphone le docteur Marcel Ruffo. Inès Pellissier du Rossas, effectivement, on a bien compris que c'est encore un peu... un tabou, cette éducation sexuelle dans les familles, on en parle peu et pourtant il faudrait le faire.
Oui, parce que les parents ne savent pas à quel point ils sont les mieux placés pour faire cette éducation. Et à quel point l'enfant attend d'eux une parole et à quel point c'est naturel qu'il la prononce, cette parole. Derrière les questions sur la vie et sur l'amour, derrière les questions sur les bébés, il y a chez les enfants une question existentielle qu'il ne faut pas, à côté de laquelle il ne faut pas passer, c'est la question « Et moi, d'où je viens ?» Et donc, quand les parents entendent ou sentent que l'enfant se pose des questions sur les bébés, sur la naissance, il faut qu'ils se disent qu'il y a là quelque chose de merveilleux à faire avec l'enfant, lui raconter d'où il vient. Et pour le faire, évidemment, ils sont eux les mieux placés, puisque les enfants viennent de leur amour. J'ai envie d'ajouter que tous les parents peuvent avoir cette parole auprès de leur enfant, même si leur amour va mal, même s'ils sont maintenant séparés peut-être. Parce que l'enfant vient d'un amour, même si cet amour n'est plus, et pour grandir, il a besoin de savoir qu'il vient de l'amour. C'est ce que son cœur attend, de l'amour de ses parents et aussi, pour l'enfant chrétien, de l'amour de Dieu. Et cet enfant bien enraciné dans l'amour, comme une plante bien ou un arbre bien planté dans le sol, va pouvoir grandir beaucoup mieux. J'ajouterais que, en plus, l'enfant qui reçoit de ses parents l'annonce de ce que c'est que l'amour, où il s'origine, est un enfant qui sera beaucoup plus armé de l'intérieur, parce que les parents auront parlé à son cœur et auront révélé à son cœur ce que c'est que l'amour. Et finalement, mon voisin tout à l'heure parlait du cœur de l'enfant. C'est sûr que le cœur de l'enfant attend de savoir que l'amour existe. Et c'est ça qui le protégera de la pornographie. On accueille en studio via le téléphone le professeur Marcel Ruffo. Bonjour professeur. Oui, bonjour. Merci. Vous êtes pédopsychiatre, professeur d'université hospitalier et auteur de ces derniers ouvrages, Dictionnaire amoureux de l'enfance et de l'adolescence, paru chez Plomb. Et quand on va au mot pornographie, vous ne mâchez pas vos mots, puisque vous dites que l'irruption via Internet d'actes sexuels offerts à la vue de tous, et notamment des plus vulnérables, des enfants, est un véritable viol par l'image. Oui, je maintiens ce propos un peu comme ça extrême, parce que les enfants fragiles sont ceux qui vont être le plus touchés. Ce qui est paradoxal, et certains enfants vont voir des images détestables, dégueulasses, quoi, et vont hausser les épaules. Dans la vie, on voit des choses pas belles parfois et on sait qu'on n'est pas comme ça. Mais par contre, lorsqu'on est fragile, lorsqu'on est soi-même en doute de soi, lorsqu'on n'est pas à l'aise avec son corps, on va être vraiment démoli, attaqué par ce type d'image dans la petite enfance, certes, mais aussi à l'adolescence, au moment des émois amoureux, au moment du premier baiser, et on risque d'avoir des vies dévastées par ces images terribles, absolument détestables, sur lesquelles on a peu de prise, parce que les enfants sont beaucoup plus adaptés aux nouveaux moyens de communication que les adultes et les parents. Professeur Marcel Ruffo, quelles peuvent être les conséquences, d'abord à court terme, de ce genre d'exposition répétée? Alors à court terme, on peut assister chez les enfants, si on prend les enfants petits par exemple, à un changement assez étrange du comportement. Voilà quelqu'un qui va battre ses parents, qui va insulter, qui va ne plus dormir, qui va ronchonner, qui va se battre dans la cour de récréation, ou alors qui va s'enfermer dans un mutisme étrange, ou avoir des peurs nouvelles qui resurgissent alors qu'il avait passé le cap des phobies de la petite enfance. À l'adolescence, la chose est vraiment caractéristique, c'est une dépression hostile. Je m'explique sur les mots. Normalement, la dépression effondre. Lorsqu'on est mal, on n'a pas besoin on n'arrive pas à rebondir. Et là, ils sont hostiles, en fait. Hostiles contre eux, scarification, tentative de suicide, etc. Et hostiles sur l'environnement et rupture avec leurs amis les plus proches. Comment se manifeste Alors, c'est justement pour manifester une violence qu'ils ont subie, quelque part, en regardant ces images? Oui, c'est un peu comme, finalement, faire un parallèle peut-être un peu particulier, mais la psychosomatique, par exemple, lorsqu'on parle avec son corps, lorsqu'on a un malaise, on exprime avec son corps quelque chose d'intolérable au niveau psychique. C'est-à-dire le corps sert d'exutoire à une incapacité psychologique de résoudre un problème. Et là, c'est pareil. L'agir remplace la peur, l'effraction, la violence subie par ces images pornographiques.
Est-ce qu'il y a des solutions, justement, on parlait tout à l'heure, effectivement, de la nécessité d'accompagner ces enfants et de dialoguer avec eux, mais est-ce qu'à un moment donné, il faut peut-être consulter ? Je crois qu'il y a deux réponses à votre question. Il y a d'abord le fait que, et j'insiste beaucoup là-dessus, sur le fait que, dans le fond, les parents doivent bien observer le développement de la pudeur chez les enfants, autour de 5-6 ans. C'est-à-dire que la pudeur chez l'enfant, c'est par exemple plus vouloir prendre le bain avec son père, aller seul aux toilettes, s'habiller. Et dans le fond, devenir propriétaire de son corps. Et c'est un énorme développement, une grande progression de l'enfant petit. Ça, c'est le premier point. La pudeur, donc, protège. Ce qui est pudique, ce qui est le quant à soi, je suis propriétaire de moi, je suis donc protégé de l'extérieur qui m'en veut et qui voudrait prendre possession de ce qui est en fait ma propriété, mon corps propre. Ça, c'est le premier point. L'autre point, lorsqu'effectivement une attaque a été subie, moi je crois que je comprends tout à fait le désarroi des parents. Je me mets dans la situation souvent de gens que je rencontre. Je pense l'autre jour à une adolescente qui, par exemple, a eu sa première relation sexuelle à plusieurs parce qu'elle l'avait vue sur la toile. Vous imaginez la maman, l'effet produit de ce désastre qui risque de marquer cette jeune fille. Et donc, je crois effectivement qu'il faut mettre un tiers, il faut consulter. Alors, on demande à son généraliste, à son pédiatre, avec qui il a l'habitude d'avoir des relations convenables, qu'il a lui-même essayé, puisqu'il a une pratique des psys qu'il connaît bien, et on y va en confiance, mais on y va avec l'enfant ou l'adolescent en lui disant « je viens avec toi parce que je veux comprendre ». C'est pas l'enfant qui consulte, c'est la famille avec l'enfant ou la famille avec l'adolescent ou l'adolescente. Alors, on parlait des effets à court terme, mais à long terme, dans la construction justement de cette sexualité, dans son rapport à l'autre, quels vont être justement les effets sur des jeunes femmes, des jeunes filles et des jeunes hommes? Alors, je sais pas, il y a deux positions très radicalement opposées dans la réponse que je vais faire. Il y a des gens, des associations, et je salue leur action, qui accompagnent comme ça les séquelles, les gens qui gardent comme ça des blessures intimes qui vont accompagner malheureusement leur vie. Et puis, il y a une vision parfois qui peut être contestée, optimiste. Et c'est vrai que c'est la mienne, en disant que l'enfant, l'adolescent a des ressources supérieur à l'adulte dans ses capacités d'anticipation et de progression de sa vie. Et finalement, j'ai rencontré moi des enfants vraiment victimes de violences terribles dans la petite enfance, qui après ont rencontré l'amour dont vous parliez juste avant que j'intervienne. Et l'amour, c'est vraiment le médicament générique des souffrances et des blessures anciennes. Inès Pélissier-Durossas, justement. Oui, je crois qu'on sous-estime le désir du cœur humain d'aimer et d'être aimé. Et tout ce que vous dites, notamment sur la pudeur, je le partage totalement. Et ce que vous venez de dire aussi sur l'amour, c'est-à-dire qu'il y a une résilience, heureusement. Et au fond du cœur, il y a ce désir de croire qu'on peut aimer et être aimé. Et c'est là-dessus, c'est à ce désir que les parents et tout éducateur doivent répondre au moment de faire l'éducation affective de l'enfant, et même en amont de ça, dans l'attitude avec l'enfant. L'enfant a besoin de savoir et de sentir, pas simplement de savoir intellectuellement, mais aussi de sentir que l'amour, ça existe, que les gestes de tendresse ne sont pas des gestes intéressés, que le corps permet d'aimer, de transmettre l'amour, pas simplement de jouer au sexe. Professeur Marcel Ruffo. Je suis d'accord. Simplement, pour ce que vous dites est extrêmement juste pour l'immense majorité des gens. Mais il y a aussi les fragiles.
il y a aussi les fragiles de manière même antérieure au traumatisme vécu. Par exemple, je prends deux exemples. Vous parliez de résilience. Ma collègue et amie Florence Eskenazi, qui est chef de service à l'hôpital d'Enval, va monter sans doute un centre national de la résilience à cause de sa participation incroyablement active lors des horreurs du 14 juillet à Nice, puisqu'elle est chef de service sur le lieu même de l'abominable attentat terroriste du carnaval. Et donc, je pense que de ces travaux qu'elle va mener pendant quelques temps avec une équipe de recherche, on aura ainsi des moyens de faire une force de l'horreur qu'ont vécu ces enfants et les familles. Et donc, je crois que il y a aussi un autre phénomène qui est très intéressant sur le plan psychologique, c'est les processus de sublimation. C'est-à-dire, ayant eu des ennuis dans mon enfance, je serais sans doute un parent drôlement attentif et drôlement attentif à ce que mes enfants se développent harmonieusement. Quand vous me posiez tout à l'heure la question du devenir des adolescentes, par exemple, qui ont vécu ce viol sur l'image, je crois que plus tard, les pédopsychiatres, les psychiatres qui les verront comme maman aborderont peut-être cette question. Et elle dira peut-être, mais moi je suis très attentif, je joue sur l'ordinateur ou les nouveaux engins qui seront en disposition à nous, je joue avec mon enfant pour partager aussi ce qui l'intéresse. Vous savez, on parle beaucoup des écrans chez les petits-enfants aussi. Et c'est vrai qu'on remarque que chez un petit garçon et une petite fille de 2 ans, le trop de tablettes nuit à l'apparition du langage. Mais les parents font quoi? Ils reprennent les contes de fées, ils lisent les contes de fées, puis aussi ils jouent sur le conte répétitif vu par l'enfant, et finalement ça se passe bien, quoi. Il n'y a pas de pessimisme sur l'évolution, mais en même temps, ce que vous dites de fait de réussir son amour, c'est réussir aussi l'amour dont on a été porteur, qu'on a reçu, ou qu'on croit qu'on a reçu. Parce qu'il y a aussi la croyance qui est tout aussi importante que la réalité. Christiane Beagle. Moi, je souscris tout à fait à ce qui a été dit, et c'est vrai que c'est important de mettre l'accent sur les plus fragiles. Heureusement pour la majorité de nos auditeurs, je pense que ils ne sont peut-être pas dans une situation où la vie les a beaucoup malmenés. Donc je dirais pour eux que il est utile qu'ils soient, je dirais, au plus près de leur enfant. Tout à l'heure, nous avions parlé de ce qui est indispensable de dire à l'enfant, surtout qu'on ne reste pas dans le vieux principe de dire « j'ai parlé sexualité à mon enfant, voilà, maintenant le travail, il est fait ». C'est tout à fait caricatural, mais malheureusement, ça arrive encore chez pas mal des personnes que nous rencontrons. Je crois qu'on a parlé environnement, on a parlé relation des parents, et ça se fait au quotidien. On a parlé pudeur, ça c'est formidable d'avoir parlé pudeur, parce qu'effectivement c'est un petit voyant qui est fidèle, et il est important que les parents y soient attentifs. Mais c'est vraiment au jour le jour, parce que l'enfant va évoluer, et c'est important d'accompagner cette évolution. Professeur Martial Ruffaut. Oui, moi je pensais aussi en vous écoutant l'extraordinaire travail d'Israël Nizan à Strasbourg, qui se mobilise lui et son équipe pour aller dans les écoles, dans les collèges, pour parler de qu'est-ce que la sexualité, etc. Donc pas de manière impudique, mais de manière scientifique, avec des gens qui sont comme ça vraiment très, très au fait de tout le service de gynécologie obstétrique qu'il dirige. Et grâce à cette action, quand même, l'IVG chez les adolescentes a diminué de 50% à Strasbourg et dans la région, quoi. Vous voyez, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, de mettre un tiers. Là c'est un tiers au sein même d'écoles, d'apprentissage. Alors, à partir de quand, la question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est à partir de quand, moi souvent je pense qu'à partir du CE2, CM1, quoi, en pleine pulsion épistémophilique, de vouloir apprendre, ça c'est bien, quoi. Ils veulent savoir comment naissent les enfants, etc., la fécondation, tout ça, ça leur plaît. Mais surtout à l'adolescence, par des groupes de parole, quoi.
où il va y avoir toujours un petit malin ou quelqu'un de plus inhibé qui ne va pas s'exprimer, mais qui va bénéficier du groupe. Le côté bande, le côté je suis avec les adolescents et je discute avec quelqu'un qui n'est pas de ma famille. Je dis souvent aussi aux parents d'envoyer leur adolescent lorsqu'ils ont ce type de problématique et qu'ils leur payent une consultation chez leur généraliste, qu'il aille discuter ou qu'elle aille discuter seul avec le généraliste sur les problèmes qu'il se pose. Je pense notamment aux questions chez les garçons qu'on oublie toujours, des éjaculations précoces, des histoires comme ça, qui entraînent parfois des violences après dans la relation, justement parce que il est très mal. Vous voyez, des histoires. Mais encore une fois, mon discours, il faut que je le modère parce que je vois ce qui va mal. Donc attention, parce que la majorité des adolescents et des familles vont bien, et il faut faire attention aux pédopsies comme moi qui sont en première ligne parfois de choses douloureuses et qui doivent en tout cas rester optimistes, ce que je reste fondamentalement. Inès. Oui, pour m'intéresser plus particulièrement à l'aide qu'on peut apporter aux parents et donc avec leurs enfants petits, je voudrais, si vous le voulez bien, vous raconter une histoire vraie, une petite histoire. J'ai été appelée récemment par une maman effondrée qui venait d'apprendre que son petit garçon de 4 ans était victime depuis 1 an d'un autre petit garçon de sa classe, donc de moyenne section en maternelle. Et victime de quoi? Victime d'attouchement ou de demande d'attouchement. Le petit garçon qui demandait entraînait les enfants de la classe dans la petite maison dans laquelle on joue dans la cour et en cachette de la maîtresse leur demandait de se déshabiller et de lui faire des fellations. Cette maman était quasiment en pleurs au téléphone. Je parle avec elle et elle me dit « Pourtant, j'avais fait l'éducation affective, j'avais commencé à parler à mon enfant. J'étais très enthousiaste à l'idée de lui raconter sa naissance, etc. » Et je lui dis « Comment votre enfant a-t-il réagi à ces demandes de l'autre petit garçon ?» Et cette maman me répond « Il a toujours refusé. Il a toujours refusé de pratiquer ces fellations. » Je lui dis, vous voyez, madame, vous vous êtes très bien occupée de votre enfant, vous l'avez protégé en lui parlant. Il avait une suffisante, bien qu'un peu confuse encore, conscience de soi, conscience de son corps, pour s'opposer à l'autre. Il savait qu'il devait se protéger. Maintenant, votre petit garçon, il faudra quand même lui expliquer qu'il y a des beaux et des vilains secrets, et que ce vilain secret, il aurait dû vous en parler beaucoup plus tôt. On peut protéger ses enfants très tôt, en leur parlant. Allez, on va poursuivre justement cette émission en essayant de donner des pistes et des solutions aux parents pour ne pas perdre de vue qu'il faut dialoguer et il faut être auprès de ses enfants. On en reparle tout de suite. Au cœur de notre émission aujourd'hui, on en parle par rapport à cette prolifération des écrans et l'exposition involontaire évidemment à des contenus pornographiques des plus jeunes. On en parle avec Emmanuel Ballet de Cocremont, Christiane Béagle, Inès Pellissier du Rossas et puis le professeur Marcel Ruffo qui voulait réagir à vos propos. Inès oui, non, c'est une bien belle histoire. Je suis ravi d'entendre les ressources et aussi votre proposition qu'il faut que les enfants parlent tôt lorsqu'ils sont notamment harcelés, c'est le problème le plus vaste mis en perspective par Éric Debarbieu qui montrait que près de 13% des enfants étaient harcelés au primaire et harcelés parfois sur un mode sexuel. Il y a 2 remarques. Je crois que parler aux enfants car ils comprennent, François Dolto a montré la voie en parlant aux bébés abandonnés avec leur dossier, etc. Donc, et Thierry Brazelton à Boston a complété le travail, l'intuition géniale de Françoise Dolto en montrant les compétences du nouveau-né, son aspect émetteur et récepteur. Donc dès les premiers jours de la vie, quand on parle à un enfant, non seulement il comprend, mais il réagit. Et puis il y a une autre notion qui en vous écoutant, à laquelle je pensais, c'est aussi parfois on a tous des inquiétudes absolues comme cette maman par rapport à ce petit garçon ou une petite fille. Mais le congrès psychanalytique de Vienne, il y a bien longtemps, en 1912 ou 1916, je me trompe peut-être de la date, avait mis en évidence que la masturbation est physiologique chez l'enfant.
masturbation secrète, cachée, de 0 à 6 ans, pour après s'arrêter et repartir sur d'autres masturbations plus agies à l'adolescence. Et donc, en vous écoutant, je pensais aussi au banal jeu du docteur, quoi, au jeu du docteur dans des cabanes qui sont parfois qui peuvent inquiéter les parents, alors que c'est quelque chose d'un peu banal lorsqu'il s'agit d'enfants du même âge. Je m'explique. Si c'est un garçon de 12 ou 13 ans avec une gosse de 4 ans, c'est terrible. Si c'est un garçon et une fille qui comme ça sont fascinés par la différence des sexes, je crois qu'il faut aussi comprendre ça, et d'ailleurs peut-être penser à notre propre histoire personnelle et dire, est-ce que dans notre histoire on n'a pas eu des moments de ce style sans que ceci soit un dommage, mais fasse partie de la découverte de la différence des sexes. Actuellement, je vois beaucoup d'enfants transgenres, qui donc des petits garçons qui veulent devenir des filles, etc. Et donc ils ont cette problématique très particulière de ne pas accepter leur sexe, leur organe masculin, quoi. Et ça m'intéresse beaucoup au niveau du développement de l'identification sexuée qui se fabrique, et on revient à l'amour avec la période oedipienne entre 3 et 6 ans, où les enfants disent, tu es la plus jolie de toutes les mamans et toi le plus fort. Il faut vite en profiter parce qu'après ça change. Emmanuel, Ballet de Cochremont. Oui, tout à fait. Je crois que les dernières recherches en neurosciences sont aussi très importantes. Elles nous rappellent cet étrange paradoxe, c'est que l'être humain est capable d'une très grande violence et en même temps, notre cerveau n'est pas du tout équipé pour la violence. C'est-à-dire que dès que nous sommes en contact avec de la violence, eh bien, cela entraîne vraiment des dommages, des difficultés que l'on peut repérer, y compris au niveau de l'architecture du cerveau. Et je crois que pour la majorité des personnes encore, je le vois dans ma pratique, la violence subie dans l'enfance, une violence souvent ordinaire, éducative, reste un tabou. Elle n'existe pas. Et c'est vraiment une difficulté parce que ainsi nombre de parents ou d'éducateurs continuent par leur propre façon d'être à entretenir une violence alors qu'ils prétendent la combattre. Et le docteur Marcel Ruffo insistait sur les incroyables capacités de l'enfant de résilience. Et c'est vraiment très important d'en être conscient. Mais il est aussi essentiel de rappeler que ces capacités incroyables de l'enfant ont besoin d'un environnement qui permette d'amener des réponses adéquates aux difficultés que l'enfant va rencontrer pour lui permettre justement de mobiliser ces incroyables ressources. La difficulté souvent, c'est pas que l'enfant n'ait pas de ressources, c'est qu'il est en fragilité à cause de son environnement. Ça n'est pas que l'environnement parental, ça peut être aussi l'environnement plus large. Et donc ça interroge chacun d'entre nous en tant qu'adultes, comment pouvons-nous créer un climat affectif, relationnels qui permettent le déploiement de l'enfant, qui permettent vraiment que l'enfant trouve les ressources en lui pour garantir ou aller chercher la sécurité, la confiance, la douceur, et aussi et confiance en l'adulte, c'est-à-dire en sa capacité à apporter une réponse empathique. Trop souvent, nombre de parents sont finalement dans des automatismes éducatifs. Ils se réfugient derrière des principes et oublient vraiment d'incarner et d'investir le lien. L'éducation, l'accompagnement d'un enfant n'est pas une posture, hein, c'est vraiment d'investir un lien par la parole, par l'explication, par la confrontation aux difficultés. Et c'est ça qui va permettre à l'enfant de mobiliser toutes ces incroyables ressources. Et Marcel Ruffo a vraiment raison d'insister là-dessus. L'enfant a d'incroyables capacités, beaucoup plus élevées que celles d'un adulte. Et ça va lui permettre justement de pouvoir dire non s'il est en face d'un comportement inadéquat ou violent. Christiane Behagle, les parents que vous rencontrez en sont conscients de ça? Si vous voulez, les parents qu'on rencontre, c'est souvent des parents qui sont très inquiets parce qu'ils ont été face à un problème. Donc, il y a toute une inquiétude qui ressort. Donc, il faut d'abord peut-être qu'ils reprennent confiance en eux et reprennent confiance en leurs enfants. Je voudrais notamment réinsister sur l'environnement dont il vient d'être question. Notamment, quand nous rencontrons des adolescents, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de bien-pensante qui est en fait une mauvaise pensante. C'est-à-dire que, si je peux me permettre cette expression, les jeunes sont persuadés que ça fait bien de parler porno, surtout peut-être les garçons qui roulent les mécaniques. Et il nous est arrivé dans une école de faire une intervention sur le porno, filles d'un côté et garçons de l'autre. Petit à petit, la parole s'est libérée, et puis après, on a remis les filles et les garçons. Et ceux qui n'aimaient pas le porno
ont osé le dire. Et à ce moment-là, on s'est aperçu qu'en définitive, il y avait un consensus là-dessus. Et que tout le monde était d'accord pour dire que c'était pas bien ce truc-là et que les filles étaient peut-être dans leur sensibilité prêtes plus rapidement à le dire. Mais les garçons aussi. Donc je crois qu'il faut pas se décourager et savoir exprimer le fond des choses, même si on a l'impression qu'on est un peu ringard ou qu'on est à contre-courant. Professeur Marcel Ruffo, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux parents ? Je crois que l'exemple de la jolie histoire qu'on a eue me fait rebondir sur l'histoire de neurosciences et finalement les notions plus psychodynamiques en harmonie avec les notions d'interprétation et les notions scientifiques des neurosciences. Je crois qu'effectivement, le discours tenu à la mère, rassurant, c'est ça le tuteur de résilience. Il faut vraiment, moi je crois que ne pas avoir peur des situations qu'on rencontre, pour apaiser les gens qui sont affolés, parfois par des souvenirs d'enfance qu'eux-mêmes ont enfouis et qui les fragilisent, quoi. Et il y a parfois, au niveau de nos enfants, une revanche de difficultés de nos propres enfants. Il faut faire attention à ça. Chaque enfant est unique et porte en lui l'avenir et les capacités de changer le monde, quoi. Non, moi je crois que cette irruption du porno, c'est aussi la peur du prédateur, la peur de quelque chose qui peut arriver à nos enfants, la peur d'être kidnappé, la peur d'être enlevé, la peur qu'on a tous, parce que l'enfant est notre avenir et que ça touche notre avenir quand quelque chose arrive à nos enfants. Je voudrais dire qu'il faut être optimiste. Je crois qu'il faut être optimiste sur le fait que échanger de manière bienveillante, vous parliez d'empathie, je suis tout à fait d'accord, avec une empathie sensible, c'est-à-dire que quand on reçoit quelqu'un, il faut être vraiment très attentif à vouloir l'aider pour qu'il aille mieux, quoi. Et c'est ça la perspective de gens qui peuvent ouvrir comme ça les voies de guérison, d'amélioration et d'absence de séquelles pour ces histoires un peu complexes, avec toutes les capacités que les nouveaux médias offrent. Et puis pour terminer, vraiment le groupe d'adolescents est vraiment très économique et très rapide et permet parfois des co-thérapies, des histoires de soutien entre eux qui sont vraiment très très intéressantes. Merci beaucoup Marcel Ruffo. Je rappelle votre dernier ouvrage, Dictionnaire amoureux de l'enfance et de l'adolescence, paru aux éditions Plomb-Anne Carrière. Merci de votre participation. Au revoir. Emmanuel Ballet de Cocremont. On pourrait d'ailleurs se poser la question, mais ça devrait faire l'objet d'une autre émission. Pourquoi tant de pornographie finalement ? Parce que ça, à l'âge adulte, ça continue. Et il y a besoin de cette espèce d'exutoire, de cette espèce de performance, qui fait traduire, qui traduit un malaise dans la connaissance de son corps et de sa propre sexualité. Oui, je pense que, pardon, le développement de la pornographie, en effet, est un problème de souffrance intérieure, un problème de souffrance qui n'est pas validé, qui n'est pas légitimé ou qui ne l'a pas été, et qui nécessite chaque consommateur à une vraie interrogation. Parce que finalement, la pornographie, je l'ai dit, c'est une violence. Et donc, ça renvoie forcément aussi à des expériences passées. Et puis, aussi, du coup, on a beaucoup parlé de cette difficulté que les parents peuvent avoir, renvoyer à leur propre histoire, à apporter une réponse à des difficultés que rencontre leur enfant. Mais je crois que fondamentalement, tous les êtres humains, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes des êtres de lien, mais nous sommes aussi des êtres de sens. Et il ne faut pas avoir peur d'être confronté aux difficultés, il ne faut pas avoir peur d'affronter, de communiquer sur des choses difficiles, parce que c'est en apportant des réponses de sens, en apportant des réponses adéquates, qu'on offre à l'enfant, à l'adolescent, une meilleure connaissance de lui-même, de l'être humain, de ce qu'est la relation. Et donc, du coup, d'être trop clair avec ça, voilà, avec soi-même. C'est pour ça que c'est un travail à tous les niveaux. C'est un travail, c'est vrai, de prévention au niveau des enfants et des adolescents, mais c'est vraiment aussi un travail pour chaque adulte d'interrogation sur lui-même. Inès Pellissier-du-Rossas. J'ai envie de dire aux parents, n'attendez pas d'être parfait pour élever vos enfants, sinon vous ne les élèverez jamais. Le problème n'est pas d'être parfait. Personne ne l'est, et nous avons tous nos fragilités, parfois grandes. Mais la question pour nous, c'est d'être cohérent, voilà, d'avoir une cohérence de vie. Et si nous avons cette cohérence de vie, quelles que soient nos fragilités inévitables, nous pourrons parler à l'enfant.
Saint-Exupéry dit dans Le Petit Prince, fais dire au renard, si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je pense que la première question de l'éducation affective et sexuelle à la maison est celle-là, celle de l'apprivoisement de notre enfant, du lien à créer, à renforcer avec notre enfant pour pouvoir ensuite être dans une relation d'amour qui permet de parler des choses intimes. Comment sinon parler d'intimité, de choses intimes, sans intimité? Ce ne serait pas possible. Apprivoiser nos enfants, développer la confiance, permettra ensuite qu'en cas de coup dur, les enfants reviennent vers nous parce qu'ils sauront juste que c'est possible. J'ajouterais que il faut aussi que les parents ne s'inquiètent pas trop de la manière dont ils vont avoir à parler à leurs enfants. Quelquefois, certains se disent qu'ils n'ont pas le vocabulaire, qu'ils ont peur d'être mal compris. Et là-dessus, je crois que il y a beaucoup d'outils que les parents peuvent utiliser. Il y a les livres, effectivement, d'Inès. Il y a aussi des petites vidéos qui ont été faites en collaboration avec Leclerc et les AFC, qui s'appellent Lucas et Léa. Ce sont des petits films que vous pouvez regarder avec vos enfants de manière relativement ludique et qui peuvent permettre après une parole, un moment d'intimité. Vous savez, le meilleur moyen de parler aux enfants, c'est de redire votre histoire d'amour. Comment vous avez rencontré son papa, comment ça s'est passé. Et là, c'est une porte d'entrée magnifique. Et cette question, votre enfant la reposera peut-être à 15 ans, à 16 ans, quand il sera à nouveau éveillé à l'amour. Emmanuel. Oui, je parlais tout à l'heure de la réponse empathique de la part, c'est vrai pour le professionnel, mais là on parle aussi de la relation parent-enfant. Et cette réponse empathique, elle est nécessaire et elle est vitale. Et souvent, quand j'accueille des familles, la première chose que j'apprends aux parents, c'est de leur dire « arrêtez d'être parents ». Et ça, c'est vraiment important parce que finalement, dans cette fonction parentale, beaucoup de parents essayent de faire au mieux, veulent être parfaits et ils oublient l'essentiel. Ils passent à côté de l'essentiel. Ce que je leur dis, c'est arrêtez d'être parents, soyez déjà humains. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous ressentez lorsque votre enfant vous fait part d'une difficulté? Et quand le parent est capable de dire « je suis triste », ça me fait mal, je suis démuni, je ne sais pas quoi faire, eh bien, beaucoup de parents hésitent à aller là parce qu'ils se disent que non, ils doivent être forts, ils doivent pouvoir être là pour leur enfant. Mais on sait aujourd'hui, grâce à de nombreuses recherches, que être là pour l'enfant, c'est être en contact avec ses propres émotions. Un enfant qui voit son parent pleurer parce que ce qu'il vient de vivre est difficile, ça crée vraiment toute une capacité de résilience incroyable. Un parent qui dit « là, je ne sais pas faire, je ne vois pas quoi faire », c'est un parent soutenant pour l'enfant. L'enfant n'a pas besoin d'un super parent ou d'un faux être humain qui serait insensible et capable de tout. Il a besoin d'être en contact avec le réel de ce qu'est l'être humain, c'est-à-dire nous sommes dans nos limites, dans nos émotions, et c'est ce qui permet à l'enfant d'apprendre à traverser ses propres vécus intérieurs. Inès Pellissier-Durossas, pour terminer. Pour terminer, je voudrais vraiment dire aux parents qu'ils ont entre les mains des possibilités merveilleuses. Ça s'appelle tout simplement la vie de famille. Vivre avec ses enfants, leur montrer qu'on les aime, leur faire sentir qu'on les aime au quotidien, parler à leur cœur, c'est possible tout simplement au quotidien, dans la vie de famille. Christiane Béagle. Oui, je pense que... Laisser la porte ouverte. Laisser la porte ouverte et dire ce qu'on a dans son cœur. Je crois que c'est la meilleure des éducatifs. Voilà, et parler. Et parler avec ses enfants. Merci vraiment à tous les quatre, Emmanuel Ballet de Cocremont, Christiane Béagle, Inès Pellissier-Durossas et professeur Marcel Ruffo. On mettra évidemment les références de vos ouvrages sur le site internet de radionotre-dame.com, défenseurdesdroits.fr et internetsignalement.gouv.fr, deux sites où vous pouvez également intervenir et faire des signalements sur des contenus inappropriés que vos enfants auraient pu trouver sur Internet ou via différents sites ou différents portables. Merci à tous les quatre de nous avoir éclairés sur ce sujet de santé publique. Merci. Merci.